Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations retenues pour la région, suivi d'un reportage avec notre journaliste Marie-Ève Brisebois qui a assisté à la première édition de la Journée de l'électrification de McMasterville. On se rend également à la caserne 31 pour rencontrer Sylvain Labrec, chef de division aux mesures préventives à la Régie intermunicipale en sécurité incendie, en vue de la semaine de la prévention des incendies. Madame Marilyn Nadeau, préfète à la MRCVR, nous explique la position de la MRCVR dans le dossier d'une éventuelle fermeture du train de Mont-Saint-Hilaire. Finalement, on accueille en studio Madame Audrey Schenck, experte en informatique, qui répond à la question « Devrait-on avoir peur de l'intelligence artificielle? » Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Bonjour. Comme à chaque semaine, TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. La Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire vous propose une conférence intitulée « La noblesse dans la seigneurie de Chambly » le mercredi 30 octobre à 19h30. L'auteur et journaliste Louise Chevrier dresse le portrait des aristocrates qui ont marqué les 200 premières années de l'histoire de la seigneurie, notamment les Hertel de Rouville, et s'attardera sur leur vie, leurs privilèges et leurs distinctions des autres classes sociales. La conférence se tiendra dans la salle du Cœur de la Montagne à la bibliothèque de Belleuil avec une option d'assister à distance. Gratuit pour les membres, l'entrée de 10 $ pour les non-membres. L'inscription requise 48 heures à l'avance via le site web de la Société historique. Le Collège Saint-Hilaire a récemment été désigné École équitable par Fairtrade Canada, une reconnaissance marquant l'engagement envers la justice sociale et la consommation responsable. Que ce soit par le biais de son magasin du monde ou lors d'événements scolaires, le Collège soutient activement les agriculteurs et travailleurs des pays du Sud en offrant des produits certifiés équitables. L'École a exprimé sa fierté face à cette distinction, soulignant l'importance d'éduquer les élèves à devenir des citoyens conscients des enjeux sociaux et environnementaux. Cette démarche s'inscrit dans un mouvement plus ample, puisque Mont-Saint-Hilaire a été désignée ville équitable en 2018. La ville de Belleuil innove en lançant AMI, un assistant municipal intelligent propulsé par l'intelligence artificielle disponible sur le site web de la ville. AMI permet aux citoyens de poser des questions et d'obtenir des réponses précises tout en suggérant des liens pertinents pour approfondir les recherches. L'objectif de cette innovation est d'offrir aux résidents une expérience de communication moderne et efficace. La collaboration entre Belleuil et la firme Actis témoigne d'une volonté constante pour améliorer le service aux citoyens. Ce sont les entreprises Michauville de Mont-Saint-Hilaire qui ont obtenu un contrat de 8,9 millions de dollars pour la construction d'un accès temporaire sur la route 116 lié à l'implantation de l'usine Nordvolt à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Le projet vise à réduire la circulation des camions sur la route 223 et la rue Bernard-Pilon en leur offrant un accès direct via la route 116. Financé en partie par une subvention de 22,6 millions de dollars du gouvernement du Québec, les travaux incluent aussi l'installation d'une rampe d'accès et d'un nouveau passage à niveau s'étalant sur 8 mois. La Société d'histoire de la seigneurie de Chambly déménage dans l'ancienne caserne de pompiers du village du bassin de Chambly. L'inauguration a eu lieu le dimanche 29 septembre après des travaux de réfection d'une valeur de 1,8 million de dollars. Situé derrière la mairie, ce bâtiment patrimonial construit en 1939 retrouve son éclat d'antan grâce à des rénovations respectant son architecture d'origine. L'événement d'inauguration coïncide avec la célébration du 45e anniversaire de la Société d'histoire qui propose des visites guidées de Chambly historique et le lancement du nouveau cahier de la seigneurie. Les festivités organisées dans le cadre de la Journée de la culture seront une occasion unique de redécouvrir ce joyau patrimonial et de plonger dans l'histoire locale. Les archives de la Société, désormais hébergées dans l'édifice, seront accessibles au public 3 jours par semaine. Je vous laisse sur les images de l'inauguration. C'est l'inauguration des nouveaux locaux de la Société d'histoire de la seigneurie de Chambly. Le 45e anniversaire de sa fondation, ainsi que la parution de son plus récent cahier. Madame Alexandra Labbé, mairesse de Chambly, c'est par vous que tout a commencé.
Aux membres de la Société d'histoire de la Seigneurie de Chambly, j'espère de tout cœur que vous vous plairez dans ces nouveaux locaux. Je pense que la réponse est déjà... J'espère qu'ils vous procureront tout l'espace dont vous avez besoin afin de continuer à raconter notre histoire longtemps. Et c'est parti! Bravo! C'est la journée de l'électrification organisée par la Ville de McMasterville. Nous sommes avec Vincent Raymond, adjoint à la direction de la Ville de McMasterville. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est cette journée-là que la Ville a décidé d'organiser? Bien, c'est une ville où est-ce qu'on vient regrouper plusieurs technologies qui se font au niveau électrique pour principalement les travaux publics, les opérations municipales. Donc, on a une remorque d'aqueduc qui a été développée par McMasterville en partenariat avec Gamotech. On a des chargeurs sur roues. On a toutes sortes de véhicules, on a des compacteurs, donc tout ce qui se fait dans l'électrique pour regrouper tout le monde au même endroit et attirer, dans le fond, les décideurs municipaux, les membres des travaux publics, direction générale, les élus à venir voir tout le monde au même endroit. Oui, parce qu'on parle souvent d'électrification des véhicules de travaux publics. On imagine des gros véhicules, mais ça peut être aussi de petites actions comme la fameuse remorque que vous parlez. Les gens vont la voir à l'écran. Elle a plusieurs petits détails intéressants au niveau de l'électrification. Oui, j'aime souvent dire que l'électrification, ça ouvre des nouvelles portes. On parle souvent de l'environnement pour l'électrification, mais au final, on a des gains économiques, mais surtout au niveau de la qualité du travail, au niveau de la santé-sécurité. Donc, on a pu développer une remorque d'aqueduc qui permet aux employés d'avoir un contexte milieu de travail sécuritaire. En plus de développer des nouvelles avenues, donc on fait des travaux publics, mais on est capable d'électrifier maintenant nos fêtes foraines, la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, les jeux gonflables, il n'y a plus de génératrices. Donc c'est toutes des nouvelles avenues qu'on est capable de faire avec l'électrification. Et on parle d'événements qui ont lieu durant l'année, mais dans la vie de tous les jours, les travailleurs des travaux publics ont été sondés aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient besoin et Gamotech a été à leur écoute. Oui, bien, pour opérer le changement, pour que ça fonctionne, il faut que ça passe par ceux qui l'utilisent. Donc, on ne peut pas arriver et imposer une solution. Donc, ça a été vraiment développé par et pour les personnes qui l'utilisent. Et aujourd'hui, combien de kiosques on peut retrouver sur place? Donc, on a une vingtaine d'exposants qui sont présents aujourd'hui, qui sont déplacés à McMasterville. On a environ plus d'une centaine de participants qui viennent des villes et qui sont ici aujourd'hui. Et quels sont vos partenaires dans l'événement? Parce que vous avez fait affaire avec différentes instances. Oui, donc on a travaillé ça avec TP Québec, avec le CRE Montérégie, donc le Conseil régional d'environnement de Montérégie, et puis IVEO qui travaille beaucoup au niveau d'innovation dans le domaine municipal. Alors, on souhaite une belle journée à McMasterville, c'est une belle organisation. Merci d'avoir participé à l'entrevue aujourd'hui. Bien, merci à vous d'être là. Monsieur Ben Del Nigro est avec nous aujourd'hui exposant à la journée d'électrification. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien tout d'abord. Expliquez-nous un peu quel est le véhicule derrière. Donc, derrière moi, vous avez un véhicule 100% électrique fabriqué au Québec, donc un balayeuse de rue compacte pour les pistes cyclables, les endroits serrés où les grosses balayeuses de rue ne rentrent pas. Aussi les stationnements à étage, donc on a une telle hauteur qu'on doit respecter, donc on peut y arriver à aller faire le balayage avec cette machine-là. Donc, c'est tout. Et de la compagnie, exactement, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours? Quel est le nom de la compagnie? Donc, la compagnie Exprolink Madvac, on est situé à Saint-Bruno. On fabrique la machine de A à Z. Donc, c'est une compagnie totalement québécoise avec des employés locaux. On fabrique des machines de balayage comme celle derrière moi aussi. On fait des machines de ramassage de déchets. Donc, qui veut dire les cups Tim Hortons, les cacanes de coke, les bouteilles d'eau vide, les syringes, tout ce qui ramasse à terre qu'on pognerait, mettons, à la mitaine avec un sac et des pincettes. On a des machines pour ça. Soit le balayage des trottoirs, les balayages des sites étroites ou le ramassage des gros déchets comme les tasses, des affaires, des bouteilles d'eau, etc. Et le virage vert, ça ne fait pas nécessairement un clin d'œil. Comment la compagnie a entrepris ce virage-là? Parce qu'on a l'impression que c'est tout nouveau dans la tête des gens, l'imaginaire des gens, mais ça fait quand même quelques temps que ça se fait. C'était un long work in progress, excuse pour l'anglisation, mais c'est un progrès qui a été commencé depuis quelques années. Donc, on a commencé avec des idées. On a suivi les tendances du marché. On a étudié un petit peu les nécessaires de les villes, les citoyens, les contracteurs aussi. On a beaucoup de demandes d'avoir des machines électriques, donc on réagit. On a créé des machines électriques, on a travaillé avec des fournisseurs locaux et soit au Canada et aux États-Unis. Et on fait beaucoup de travail pour écouter nos clients, puis ramener les machines qu'ils veulent, qui vont bien les servir pour aller faire les tâches qu'ils veulent, comme le balayage et ou le ramassage des déchets. C'est tout. Donc, pour l'instant, vous avez combien de véhicules électriques à votre disposition? Donc, aujourd'hui, on nomme 3 machines.
On en travaille sur une 4e et le futur, on ne sait pas. Ça peut être une dizaine, j'espère une douzaine parce que c'est mieux pour nous autres, nos clients aussi. Mais en ce moment, aujourd'hui, comme on se parle, on a 3 modèles électriques en cours qu'on produit aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue, M. Dalnegro, et félicitations pour votre belle réalisation. Beaucoup. C'est pas tout moi, c'est l'équipe en arrière de moi aussi. Donc, il faut les remercier, les gars à la shop. Du 6 au 12 octobre, c'est la semaine de la prévention incendie et on se trouve présentement à la caserne 31 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. On est avec M. Sylvain Labrec. Vous êtes chef de division des mesures préventives. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette magnifique caserne. On va parler d'avertisseurs de fumée aujourd'hui parce que la semaine de la prévention incendie, c'est une bonne semaine pour faire ces rappels-là. En quoi consiste votre travail annuellement là, pour faire la prévention? Au niveau de la prévention des avertisseurs de fumée, dans le fond, annuellement, nos pompiers font du porte-à-porte. Ça fait depuis plusieurs années, même avant la création de la régie. C'était la façon de procéder. Depuis maintenant 4 ans, on a incorporé également la portion auto-vérification des avertisseurs de fumée. Ce volet-là vient un peu bonifier l'aspect comportemental qu'on veut instaurer chez les citoyens de la régie de la vallée du Richelieu. Puis, en quoi ça consiste, une auto-évaluation? L'auto-vérification, c'est dans le fond, on invite le citoyen à se rendre sur le site Internet de la régie incendie. C'est très facile d'accès. Il y a un bouton que ça s'appelle « Je vérifie mes avertisseurs ». À ce moment-là, on suit le processus et ça nous conduit à un formulaire. Ce formulaire-là, dans le fond, il est bien simple. C'est on s'identifie, on met notre adresse, notre rue et on répond simplement aux questions. Les principales questions, c'est est-ce que vos avertisseurs de fumée sont fonctionnels à la maison? Est-ce que vous en avez un à chaque étage? Est-ce qu'ils ont tous moins de 10 ans? C'est un peu ça les questions au niveau de l'avertisseur de fumée. Ensuite de ça, dans le formulaire, on couvre aussi la portion avertisseur de monoxyde de carbone, parce que ça aussi, c'est un enjeu assez moderne d'une problématique à la maison. Donc, on en profite pour... C'est un peu la même philosophie que de l'avertisseur de fumée. On pose les mêmes questions. Est-ce que vous avez un avertisseur de monoxyde de carbone? Est-ce qu'il est requis d'en avoir un chez vous en fonction de certains critères? C'est tout énoncé dans le formulaire comme tel pour un peu guider le citoyen à s'auto-vérifier. Et à la suite de ça, nous, on compile ces statistiques-là de biais avec les normes du ministère de la Sécurité publique et ça nous permet d'atteindre un certain résultat de la cadence de vérification des avertisseurs de fumée. Mais l'important dans tout ça, c'est pas tant de jouer à la police avec le citoyen, mais c'est que le citoyen, par lui-même, réalise, quand il reçoit cette invitation-là de se rendre sur le site Internet, de bien vouloir participer à ce programme-là. Ça fait en sorte qu'il incorpore ce comportement de sécurité-là à la maison par lui-même. Je pense que c'est une solution qui est beaucoup plus gagnante que d'attendre la visite des pompiers une fois aux 7 ans dans notre maison. Oui, parce que les pompiers de la régie vont faire une tournée des différents secteurs, mais la rotation se fait sur une période de 7 ans. Exactement. Si on se rapporte par le passé, quand on faisait juste la visite par les pompiers, on avait une efficience de l'ordre de 38 % de portes répondues sur lesquelles on pouvait dire, bien, on pouvait établir une statistique, un certain nombre qui avait des avertisseurs de fumée conformes et l'autre portion non conforme. Sauf que 6,2 portes sur 10, ils n'étaient pas visités dans ce cycle-là. Et l'année suivante, on passait dans un autre quartier. Fait qu'on voit que c'est un système qui est déficient en termes d'efficience. Donc, en combinant les deux, ça nous permet justement de ratisser plus large puis de faire en sorte qu'une plus grande partie de la population n'oubliera pas de vérifier ses avertisseurs de fumée à la maison. Oui, et une fois qu'on remplit le formulaire une fois, est-ce qu'on reçoit des appels, pas des appels, mais des rappels de manière annuelle parce que c'est une vérification annuelle qu'on doit faire? Dans le fond, le message qui est livré par le ministère de la Sécurité publique depuis de nombreuses années, c'est toujours au changement d'heure, on change nos piles. Comme il y a 2 changements d'heure par année, on demande idéalement, dans la mesure du possible, les gens devraient faire cette vérification-là 2 fois par année. Par contre, quand on va dans le code, la réglementation, c'est que ces vérifications-là doivent être faites sur une base mensuelle. On devrait faire un bip-bip à tous les mois. C'est quelque chose qui ne se fera pas. Mais minimalement, on dit au moins 2 fois par année, essayez de les tester chez vous. Puis là, c'est sûr que nous, on ne va pas les tester 2 fois chez nos citoyens. On essaie au moins de le faire 1 fois par année,
qui est quand même un bon début. C'est ça. Puis, est-ce que vous voyez, bon, avec les nouvelles constructions dans la région, il y a des normes, est-ce que vous voyez une amélioration, même quand vous faites vos visites chez les citoyens, est-ce que les avertisseurs sont conformes généralement? Est-ce que les bonnes pratiques sont mises en place? Dans cet aspect-là de la chose, je dirais quand les nouveaux bâtiments ils viennent d'être érigés, sont construits selon les nouvelles normes, ils ont des avertisseurs de fumée qui sont tout neufs, donc c'est ceux qui sont conformes. Mais la problématique de la vérification, elle demeure quand même entière, même si les nouvelles normes sont plus élevées, parce que l'avertisseur de fumée, il a une durée de vie seulement de 10 ans. Donc, c'est sûr que quand on arrive à la 9e année, 10e année, il faut penser à les changer, même si on est dans une maison qui a été construite, par exemple, en 2014, ou aujourd'hui en 2024, cette maison-là, son avertisseur de fumée est dû pour être remplacé. Donc, quelque chose qui est facile à faire, c'est simplement de le faire et de s'en rappeler. Donc, 2 fois par année. Puis là, il y a le changement d'heure qui s'en vient début novembre. Donc, on invite tous les citoyens à changer leur pile et à faire leur auto-vérification sur le site de la Régie. Merci, M. Labrec. Ça fait plaisir. Vous avez probablement entendu au cours des dernières semaines que la ligne de train de Mont-Saint-Hilaire serait potentiellement menacée. On est avec Mme Marilyn Nadeau, préfète de la MRC-VR et mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Tout d'abord, ça vient d'où cet état de panique-là par rapport aux lignes de train? Bien, en fait, on l'a appris en même temps que tout le monde, comme quoi qu'il était envisagé de fermer le train de banlieue de la ligne de Mont-Saint-Hilaire, ainsi que Mascouche et Candiac. Donc, nous avons fortement réagi suite à cette publication-là de Radio-Canada. Surtout que nous n'avons jamais été consultés, surtout les villes hautes, comme McMasterville, qui a une gare chez lui, et Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'était vraiment surprenant de la part de la RTM. C'est ça, vous n'avez jamais été consulté. Puis là, en fait, c'est des scénarios possibles. Donc, ils ont évoqué ces scénarios-là, mais encore une fois, c'est que si ce scénario-là devait se concrétiser, ça aurait un impact majeur pour la région. Exactement. Dans le fond, ils cherchent une façon d'optimiser et surtout de rentabiliser les moyens de transport. Et ce n'est pas en prenant une décision aussi facile qui aurait pu arriver pour vraiment faire un changement au niveau monétaire, car c'était minime quand même le potentiel qu'ils pouvaient sauver, mais surtout de mettre de côté des années urbanistiques de notre région, qui a dû vraiment développer autour de ce mode de transport là, collectif. Donc, c'était vraiment une situation désagréable à apprendre. Mais je pense que nous avons le soutien politique, dont de notre député Simon-Jolin Barrette, qui suit la situation de très près et qui a évoqué aussi comme quoi qu'il n'y avait absolument pas raison de fermer cette ligne-là. Donc, ça reste un scénario, mais évidemment, c'est important de rassurer la population, comme quoi, au niveau politique, au niveau des municipalités, tout le monde s'oppose là, à cet éventuel scénario-là. Exactement. Puis on a vraiment confiance à nos représentants d'Exo qui sont là pour démontrer justement qu'on veut maintenir ces lignes-là, puis encore plus d'avoir une efficacité, car on le sait, c'est encore déficient à quelques endroits, puis aussi inadéquat. Donc, on veut vraiment consolider ce qu'on a sur le territoire. Oui. Puis Exo, dans le fond, c'est l'entreprise qui va opérer toutes les lignes de train, mais également tout ce qui est mobilité durable là, dans la région. Exactement. Donc, on est bien entouré là, pour continuer à vouloir ce service. Oui, puis vous l'avez nommé, ce serait de revenir en arrière que de fermer ces lignes de train-là. Non seulement il y a beaucoup de citoyens qui les utilisent, c'est leur manière d'aller travailler tous les matins, de revenir à la maison, même qu'on avait parlé avec l'arrivée de Nordvolt, peut-être de créer plus de transport. Exactement. Donc, c'est vraiment contre-intuitif là, comme scénario. Exactement. Puis, on le sait que ça va avoir des conséquences énormes sur la congestion qui est déjà très dense sur nos routes. Donc, plus qu'on va l'utiliser, notre transport collectif,
plus qu'on va désengorger nos routes. Puis c'est vraiment, ça facilite aussi toutes les saines habitudes de vie, parce qu'on doit marcher pour se rendre à la gare ou à l'autobus. Donc, c'est important de garder ça en tête, qu'il faut continuer à se développer intelligemment. Oui, puis ça fait partie aussi de la philosophie, notamment de Mont-Saint-Hilaire, mais également de l'ensemble de la MRC VR, de mettre de l'avant la mobilité durable. Oui, exactement. C'est même un engagement que nous avons à la MRC et les villes aussi, et dans une perspective, dans le fond, de développement durable. Donc, il faut vraiment continuer à travailler dans ce sens-là pour garder notre mobilité durable. Oui, donc on va continuer de suivre ce dossier-là de Exactement. près. Merci, Mme Nadeau, d'être passée à nos studios. Merci, Mme Biot. L'intelligence artificielle fait tranquillement de plus en plus partie de nos vies. Mais ça peut être un peu compliqué à comprendre. Donc, on a invité une spécialiste en informatique, Audrey Schenck. Bienvenue avec nous, Audrey. Merci Marc-Antoine de m'avoir invité. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. De plus en plus, on fait face à l'intelligence artificielle et ça nous apporte du bon comme du mauvais. Dans ta pratique, qu'est-ce que tu vois de bon avec l'intelligence artificielle? Bien, autant pour monsieur, madame, tout le monde que dans l'entreprise, ça peut faire sauver beaucoup de temps. Ça peut arriver des fois qu'on a le syndrome de la page blanche, on peut faire donc générer des textes, on peut faire générer des images. Donc, des fois, quand on n'a plus d'idées ou on ne sait plus quoi faire, bien, on peut demander conseil à l'intelligence artificielle. Même l'intelligence artificielle peut tenter de prévoir un peu ce qui va se passer dans un milieu X. Fait que ces temps-ci, on parle beaucoup de l'économie qui est incertaine. Donc, on peut demander aussi des prévisions de savoir, bon, bien, comment je devrais m'aligner sur peut-être mes stratégies financières. Ah ouais. Malgré tout, quand même, apprendre avec un grain de sel parce que, je veux dire, ça reste un robot en quelque sorte. En effet, puis on a vu la ville de Belleuil, justement, qui avait intégré l'intelligence artificielle à son moteur de recherche. Donc, quand on cherche des mots, c'est pas nécessairement le mot en tant que tel, mais ça peut tout être les autres mots en lien avec ça. Absolument. Mais ça peut aussi apporter des aspects dangereux ou un peu néfastes. Est-ce que vous avez des exemples de ce que vous avez vu de ça? Oui, malheureusement, de plus en plus, je donne un exemple, on a souvent des appareils comme des Alexa ou des Google Home à la maison qui nous enregistrent inconsciemment à tous les jours. Fait que cette information-là peut être utilisée pour générer d'autres contenus peut-être mauvais, mais même à la limite pour des gens qui sont, disons, pas très bienfaisants, peuvent utiliser notre voix pour tenter d'arnaquer des gens. C'est ce qu'on avait vu justement, là, des cas de fraude où, par exemple, un père de famille reçoit un appel, c'est sa fille qui est en difficulté quelque part, puis là, la personne entend la voix de sa fille. Absolument. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, bien, les gens vont céder à la menace. Donc, si on parle d'une rançon, si on parle de peu importe le geste, quand on entend un proche qui est en détresse, c'est sûr que ça vient chercher notre côté humain, puis on va être très fortement tenté d'agir. Parce que ça devient dur à déceler, tu sais, quand on ne peut plus se fier à ce qu'on entend. Oui. Puis, quand justement, on fait face à des enjeux comme ça, y a-t-il des moyens de se protéger? On ne va pas commencer à boucher tous les appareils qui peuvent nous écouter. Comment on fait? Bien, c'est sûr que quand on peut désactiver des fois la reconnaissance vocale ou l'écoute, c'est sûr que c'est dans l'idéal, mais ce serait peut-être un peu utopique. Sinon, dans le doute, justement, si on reçoit un appel un peu étrange ou un courriel, ou même ça s'en va jusqu'à la vidéo, donc on pourrait, exemple, te voir sur une vidéo en train de dire des choses qui n'ont pas d'allure. Bien, dans le doute, on devrait tout simplement ne pas prendre action, puis même à la limite de porter plainte aux autorités. Oui, puis ça devient difficile aussi quand on porte plainte. Ça ne fait pas cesser immédiatement le préjudice qu'on peut subir, par exemple. Exact. Puis des fois aussi, un conseil qu'on peut donner, c'est d'avoir une sorte de mot-clé avec notre entourage, nos proches. Tu sais, un mot-clé que je veux dire, pas nécessairement courant là, qu'une personne malveillante pourrait savoir. Poser des questions, par exemple, on est allé à quel endroit en voyage à telle année? Des choses comme ça, effectivement, de sorte que si, par la voix, on pense que c'est un de nos proches, mais avec ce mot-clé-là ou cette phrase précise, on peut se permettre d'identifier ou de ne pas identifier la personne. Puis une fois qu'on se fait prendre, justement, où on divulgue des informations, où il y a une fuite de données, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire après ça? Pas grand-chose, dans le sens où, bon, j'ai parlé
d'en parler aux autorités, veut pas. Mais il faut comprendre le concept, c'est vrai dans le journalisme, c'est vrai sur les réseaux sociaux, c'est vrai dans n'importe quoi. Quand une information fuite, que ce soit une photo sensible, un renseignement ou autre, il est trop tard. Une fois que ça sait, on ne peut rien y faire. Fait que c'est de là de travailler en amont, en prévention, d'avoir les outils en place, quand c'est trop beau pour être vrai aussi, de ne pas prendre d'action. Pour terminer, j'imagine que c'est un peu ça votre conseil. Là, quand c'est trop beau pour être vrai... On va pas là. On coupe ça tout de suite. Merci beaucoup Audrey Schenck. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Puis j'espère que vous avez pu répondre à plusieurs questions des gens qui nous regardent. Merci Marc-Antoine. Au revoir. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. TVR9 vous invite à voir ou revoir toutes nos émissions au tvr9.com. De plus, ce seront mes collègues Marc-Antoine Harvey et Marie-Ève Brisebois qui seront à la barre de l'animation du régional pour les 2 prochaines semaines. Vous serez définitivement entre bonnes mains pour rester à jour dans vos actualités de la vallée du Richelieu. Au plaisir de vous retrouver à mon retour et sur ce, bonne semaine à tous.